Plusieurs institutions et évolutions de l'ordre juridique international ont favorisé l'internationalisation des droits de l'homme. Font partie de ces précurseurs notamment la lutte contre la traite des esclaves et contre l'esclavage, la protection diplomatique, la protection des travailleurs, la protection des minorités, le droit international humanitaire et le droit pénal international. Attardons-nous un instant sur les 4 premiers points avant de nous entretenir avec 2 expertes au sujet du droit international humanitaire et du droit pénal international. Le premier précurseur est la lutte contre la traite des esclaves et contre l'esclavage. Nous avons déjà parlé du mouvement visant à abolir l'esclavage. La semaine passée, nous avons vu qu'il a contribué au XIXe siècle à l'élargissement du cercle des destinataires des droits de l'homme. La lutte contre l'esclavage n'a cependant pas eu une dimension purement interne. Elle n'a pas été confinée au sein des États. Elle a aussi eu une dimension internationale. Sur le plan international, cette lutte s'est poursuivie en 2 temps. En un premier temps, on a visé la lutte contre la traite des esclaves, et dans un deuxième temps, on a visé l'abolition de l'esclavage en tant que tel. La première étape remonte au XIXe siècle. D'abord au Congrès de Vienne de 1815 et ensuite à la Conférence de Berlin de 1885. La conférence de Berlin a eu pour but de fixer les règles régissant la colonisation en Afrique. Dans ce contexte, les grandes puissances coloniales ont adopté une déclaration sur la traite des esclaves. Selon ces déclarations, la traite est interdite conformément aux principes du droit des gens tels qu'ils sont reconnus par les puissances signataires. Arrêtons-nous un instant sur cette citation. Interdiction conformément au droit international. Ce n'est pas anodin. Souvenons-nous que le droit international classique s'intéresse principalement aux intérêts des États. Ici, nous voyons que le droit international est vu comme se préoccupant du sort des individus, l'esclavage touchant en premier lieu la personne humaine. La lutte contre l'esclavage s'est poursuivie au XXe siècle. C'est au XXe siècle qu'on a franchi une étape de plus. On n'a pas visé uniquement l'interdiction de la traite des esclaves, mais on a visé la suppression de l'esclavage en tant que tel. Cette lutte s'est poursuivie sous l'égide de la Société des Nations. Différentes mesures ont été prises. La première mesure était l'adoption d'une convention relative à l'esclavage qui date de 1926. Cette convention interdit justement pas seulement la traite des esclaves, mais également l'esclavage en tant que tel. Elle interdit en plus le travail forcé pour fermer la porte à des pratiques qui sont analogues à l'esclavage. La lutte internationale contre l'esclavage n'a pas été motivée exclusivement par des motifs humanitaires. D'autres motifs, notamment des motifs économiques, ont aussi joué un rôle. Néanmoins, c'était une étape importante en tant que précurseur à l'émergence des droits de l'homme. On voit en effet que le droit international se préoccupe du sort de la personne humaine et l'interdiction de l'esclavage en tant que tel a préfiguré en quelque sorte aussi une norme importante en matière de droits de l'homme, celle justement visant à interdire l'esclavage et le travail forcé. À l'instar de la lutte contre l'esclavage et contre la traite des esclaves, la protection diplomatique a été un précurseur des droits de l'homme. La protection diplomatique est une institution qui remonte au XVIIIe et au XIXe siècle et qui a pour but de protéger les intérêts des nationaux qui vivent à l'étranger. La protection diplomatique permet en effet à un État de prendre fait et cause pour un de ses ressortissants lésés par un autre État. Illustrons ceci avec un exemple. Un État décide de nationaliser une entreprise appartenant à un étranger, et ceci sans aucune compensation. La personne lésée essaye d'obtenir réparation au sein de l'État hôte, mais sans aucun succès. Elle s'adresse par la suite à son État national et lui demande de lui accorder la protection diplomatique. Si l'État national est d'accord, il peut faire valoir d'une façon indirecte le préjudice subi par son ressortissant à l'égard de l'État hôte. J'ai dit indirectement pour la raison suivante.
Souvenons-nous que selon le droit international classique, c'est l'État qui est le principal sujet de droit international. De plus, autre principe cardinal, celui de la souveraineté de l'État. En vertu de ces principes, le préjudice subi par un particulier ne pouvait pas directement fonder la responsabilité de l'État hôte. Les intérêts de la personne lésée ne pouvaient être appréhendés que de façon indirecte, à travers l'État national. Les internationalistes du XVIIIe et du XIXe siècle ont eu recours à une fiction. En faisant valoir le préjudice subi par son ressortissant, l'État fait valoir son droit propre et non celui de son ressortissant. La Cour permanente de justice internationale a confirmé cette théorie dans l'affaire Mavromatis. Elle y relève ce qui suit. En prenant fait et cause pour l'un des siens, en mettant en mouvement en sa faveur l'action diplomatique ou l'action judiciaire internationale, cet État fait, à vrai dire, valoir son propre droit, le droit qu'il a de faire respecter en la personne de ses ressortissants, le droit international. Comme l'État national fait valoir son propre droit et non celui de son ressortissant, la protection diplomatique est un droit discrétionnaire de l'État. L'État national est donc libre d'accorder ou non la protection diplomatique. Il décide souverainement s'il veut prendre fait et cause pour son ressortissant, ceci en fonction de ses intérêts nationaux. Nous voyons donc que la protection diplomatique reste encore fortement ancrée dans le paradigme westphalien du droit international. À cet égard, elle diverge fortement de la protection internationale des droits de l'homme telle que nous la connaissons aujourd'hui. Quelle a donc été la signification de la protection diplomatique pour l'émergence des droits de l'homme au niveau international? La protection diplomatique a en effet permis de créer un standard minimum du traitement des étrangers. Font partie de ces standards minimaux notamment des garanties aussi fondamentales comme le droit à la vie, l'interdiction de la torture, l'interdiction du déni de justice, le droit à un procès équitable et aussi la garantie de la propriété. Nous retrouvons en grande partie ces principes dans le domaine des droits de l'homme. On voit donc que la protection diplomatique a permis de cristalliser certaines normes qui aujourd'hui font partie des droits de l'homme. Le droit international ne s'est pas seulement préoccupé des intérêts des personnes vivant à l'étranger. Il s'est aussi saisi d'une autre catégorie de personnes, des travailleurs. La protection internationale des travailleurs remonte à la fin de la Première Guerre mondiale, au traité de Versailles de 1919. Elle était fondée sur la conviction que le travail ne doit pas être considéré simplement comme une marchandise ou un article de commerce. Ou, pour le dire d'une façon plus succincte en anglais, « Labor is not a commodity ». La protection internationale des travailleurs ne s'est fondée pas seulement sur des considérations humanitaires, mais aussi sur un autre motif. Le but était aussi d'assurer la stabilité et la paix qui passent par la justice sociale. Il faut voir la protection internationale des travailleurs aussi dans son contexte historique. Le traité de Versailles date de 1919, on est donc 2 ans après la révolution d'octobre en Russie, et les États partis voulaient aussi se prémunir contre des mouvements révolutionnaires. Le traité de Versailles énonce d'une façon assez précise les standards qu'il faut respecter, notamment la liberté syndicale, l'interdiction du travail des enfants, le principe de l'égalité salariale pour les 2 sexes, et aussi le droit à un salaire qui procure un niveau de vie suffisant. Au niveau institutionnel, le traité de Versailles a fondé une organisation internationale qui est vouée à la protection des travailleurs. Il s'agit de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qui a son siège à Genève. Pendant la période d'entre-guerres, de nombreuses conventions relatives à la protection des travailleurs ont été adoptées sous l'égide de l'OIT.
Ces conventions ont préparé le terrain pour l'émergence d'une catégorie spécifique des droits de l'homme, les droits économiques et sociaux, avec lesquels nous allons nous familiariser dans la 4e semaine de ce cours. Ce qui a aussi été significatif, c'est que sous l'égide de l'OIT, on a prévu un mécanisme international de contrôle du respect de ces normes de travail. Ce mécanisme international a fait œuvre de pionnier et a préparé le chemin vers l'émergence de mécanismes internationaux de surveillance dans le domaine des droits de l'homme. Outre les travailleurs, les États vainqueurs de la Première Guerre mondiale se sont aussi intéressés à une autre catégorie de personnes, les minorités nationales. Comme pour la protection des travailleurs, il y avait des considérations derrière qui concernaient l'assurance de la paix, de la stabilité. En effet, la cause nationale était vue comme un grand facteur d'instabilité, comme source de conflit. Après la Première Guerre mondiale, la carte de l'Europe a été redessinée. Sur le territoire des anciens empires, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman, de nouveaux États ont été créés en application du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Peut-être, paradoxalement, on s'est donc fondé sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On a vu l'émergence ou la création d'États qui étaient fortement hétérogènes du point de vue ethnique. Pour des raisons stratégiques, géographiques et autres, historiques, il n'était en effet pas possible de créer des États-nations homogènes d'un point de vue ethnique. Nous nous retrouvons donc dans une région qui ressemble à un patchwork du point de vue de la composition de la population et on craignait que la question nationale, le traitement des minorités, soit justement source de conflits et d'instabilité dans la région. Pour cette raison, on a mis sur pied un système visant à protéger les minorités sous l'égide de la Société des Nations. Ce système se fondait sur une série de traités conclus avec les nouveaux États. Nous les voyons affichés sur la carte. Il existait en effet 2 séries de traités. 14 États furent concernés. Une première série de traités visait la Tchécoslovaquie, la Grèce, la Roumanie, la Yougoslavie, l'Autriche, la Bulgarie, la Hongrie, la Turquie et la Pologne. Une deuxième série d'instruments concernait l'Albanie, l'Estonie, la Finlande, la Lituanie et la Lettonie. Le régime de la protection des minorités a été complexe. Sans entrer dans les détails, 3 points me paraissent pertinents pour notre cours. Premièrement, les traités qui visaient la protection des minorités ont consacré plusieurs droits pour les minorités. Vous avez lu pour aujourd'hui le traité conclu avec la Pologne. Ce traité a servi de modèle aux autres traités de minorités. Il est parfois aussi appelé le petit traité de Versailles. Si vous avez parcouru ce traité, on y voit notamment le droit à la vie, le droit à la liberté et en principe cardinal, celui de l'interdiction des discriminations en raison de la langue, de la race et de la religion. Nous l'avons déjà vu, l'interdiction de la discrimination est un principe cardinal en matière de droits de l'homme. Il y a par la suite aussi des droits comme la liberté religieuse, la liberté de langue et des droits liés à l'instruction qui sont particulièrement pertinents pour les minorités. C'est aussi intéressant, vous l'avez peut-être vu, dans l'article 1 du traité, on énonce au fait que ces droits ont le statut de loi fondamentale au sein des États. Ils priment donc toute autre réglementation nationale contraire. Le deuxième point important, nous le trouvons à l'article 12 du traité. En effet, selon ces dispositions, en souscrivant à ce traité, la Pologne a accepté que les obligations qui y sont consacrées constituent des obligations d'intérêt international qui sont placées sous la garantie de la Société des Nations. Cela n'est pas anodin. Souvenons-nous que selon le droit international classique, le système westphalien, la question de savoir comment un État traite ses ressortissants relève de son domaine réservé. Alors ici, on nous dit que le traitement des minorités, donc, qui sont des ressortissants de l'État, est une préoccupation du droit international.
Troisième point important qui est lié au deuxième, les traités ont aussi prévu un mécanisme de mise en œuvre. Vous avez lu pour aujourd'hui l'avis consultatif qui concernait le traité conclu avec la Pologne et qui portait sur le traitement de la minorité allemande. On voit ici assez bien exposé le mécanisme de mise en œuvre. Dans un premier temps, la problématique était portée à l'intérêt de la Société des Nations par une pétition. Comme par la suite, on n'a pas trouvé un règlement de ce différend, c'est la Cour permanente de justice internationale qui a été saisie et elle a rendu un avis consultatif, un avis qui lui a permis de clarifier la situation. La compétence de la Cour permanente de justice internationale est aussi prévue à l'article 12 du traité qui stipule clairement qu'il s'agit d'un différend de nature internationale. Nous voyons donc de nouveau affirmer ce principe que ce n'est pas une affaire purement interne aux États. C'est intéressant de voir dans l'avis consultatif que la Pologne a justement avancé l'argument que c'était une affaire interne. L'avis consultatif concernait la question de la nationalité. Les Allemands, au fond, ne se voyaient pas octroyer la nationalité polonaise et étaient donc traités comme des étrangers. La Pologne faisait valoir, comme ils étaient des étrangers, ils n'étaient pas une minorité nationale, ils n'étaient pas protégés par le traité. Et c'est intéressant de voir que la Cour permanente de justice internationale interprète d'une façon large ce traité et dit clairement qu'ici on a une question de préoccupation internationale, question qui relève du champ d'application du traité. Nous avons vu que le traité en matière des minorités instaure un mécanisme international de contrôle. Ces mécanismes ont, comme dans le cas de la protection internationale des travailleurs, préfiguré les mécanismes internationaux de surveillance dans le domaine des droits de l'homme. Si nous faisons une synthèse à ce point, nous avons vu 4 précurseurs en matière des droits de l'homme. Nous avons vu qu'ils étaient importants pour l'émergence des droits de l'homme de façon différente. Tout d'abord, ils ont érigé certaines problématiques qui concernent la personne humaine en une préoccupation de l'ordre juridique international. Ensuite, ils ont permis de cristalliser le contenu des futures normes en matière des droits de l'homme. Et troisièmement, ils ont relativisé la souveraineté étatique aussi par le fait qu'ils ont prévu des mécanismes de contrôle internationaux. Nous allons, dans les 2 séquences à venir, encore examiner ensemble 2 autres précurseurs, le droit international humanitaire et le droit pénal international. Nous verrons que leur signification pour l'émergence des droits de l'homme au niveau international a été semblable à l'effet des précurseurs que nous venons de voir jusqu'à présent.